Bonjour à tous. Tout d'abord, merci à toute l'équipe de la Fédération de recherche en santé mentale de m'avoir proposé d'aborder le sujet de la réforme de la tarification en psychiatrie aujourd'hui. Donc, moi, je me présente rapidement. Je suis Dr Camille Vincent, je suis médecin de santé publique à mi-temps donc je travaille à mi-temps au sein du département d'information médicale du GHT Psychiatrie Nord-Pas-de-Calais. Et j'ai aussi un mi-temps à la Fédération de recherche où j'exerce principalement en tant que statisticienne et méthodologiste à la cellule d'aide méthodologique de la Fédé. Donc aujourd'hui, c'est plutôt ma casquette de médecin DIM que je vais prendre pour essayer d'éclaircir tous les enjeux autour de la réforme de psychiatrie, de vous expliquer les grandes lignes, et vous verrez qu'elle est en place depuis le début d'année, mais qu'il y a encore beaucoup d'inconnus autour de cette réforme. Donc j'essaierai de vous donner les dernières informations dont on a connaissance aujourd'hui. Alors, le financement de la psychiatrie jusqu'à 2022, donc vous le savez, tout d'abord, la psychiatrie, c'est la catégorie qui représente le coût le plus élevé pour l'assurance maladie. Plus que les maladies cardiovasculaires, plus que le cancer, le coût total monte à 22,5 milliards de dépenses. Quand je dis 22,5 milliards, c'est tous les domaines, enfin tout ce qui touche aussi bien les financements des établissements, mais aussi le libéral, toutes les dépenses qui ont un lien avec la psychiatrie. Jusqu'à présent, il y avait deux types de financement. Il y avait un financement pour les hôpitaux publics et les hôpitaux privés à but non lucratif qui était sous forme de dotation annuelle de financement. Voilà, la fameuse DAF. Tous les ans, les établissements avaient leur grosse enveloppe et répartissaient en fonction des besoins. Les hôpitaux privés à but lucratif, eux, étaient financés par des tarifs journaliers et on appelait ça les objectifs quantifiés nationaux, les OQN. Donc aujourd'hui, depuis début 2022, on parle d'ex-DAF et d'ex-OQN parce qu'un des enjeux de la réforme de financement, c'est d'essayer d'avoir un mode de financement commun au secteur privé et public. Donc, en application depuis le 1er janvier 2022, la réforme a pris 1 an de retard suite au contexte sanitaire, mais elle a vu quand même le jour donc depuis le début de l'année. Vous trouvez tout le détail dans l'article 34 de la loi de financement de sécurité sociale 2020 qui a abordé la réforme, voilà le premier texte officiel qui parlait de la réforme et qui définit qui définit un modèle de financement des activités sous forme de 8 dotations que je vous détaillerai juste après. Les principaux intérêts de cette réforme, ils sont de trois ordres. C'est de corriger, je vous montrerai juste après un tableau, les écarts entre les régions, parce qu'on voit aujourd'hui que les régions ne sont pas dotées de la même façon, enfin n'ont pas les mêmes... Il y a des gros écarts en fait de financement entre les régions au niveau de la psychiatrie. Mais c'est aussi, comme je vous l'ai dit, d'avoir un mode de financement commun à toutes les structures de psychiatrie, qu'elles soient publiques ou privées. Et également, sur la feuille de route Santé mentale 2022, c'est le dernier enjeu, c'est de stimuler l'innovation et le dynamisme des établissements. On le verra en essayant, c'est un modèle vraiment qui va inciter au mode d'activité ambulatoire. Donc, comme je vous le disais, là, vous avez les dépenses par habitant par an en psychiatrie dans les différentes régions. Donc attention au code couleur, en fait, plus ça va vers le rouge et plus les régions sont dotées, sont dotées. Donc en fait, on voit, nous, dans les Hauts-de-France, que la dépense, c'est 147 € par habitant par an en psychiatrie. Donc on est assez bien doté. Par contre, des régions comme la Guyane ou dans l'océan Indien, c'est vraiment des beaucoup plus petites dotations, beaucoup plus petites dépenses. Donc, un des objectifs de la réforme, c'est vraiment d'essayer, donc c'est un modèle de rattrapage et non pas de convergence. Moi, je dis toujours, on ne va pas aller prendre aux riches pour donner aux pauvres, entre guillemets. On va essayer sur 5 ans de lisser ces écarts et donc de rattraper un petit peu le retard de certaines régions pour arriver à un équilibre en fait entre toutes ces régions. Et l'objectif donc, de la réforme est de diminuer sur 5 ans de moitié les écarts entre ces régions. Donc bien un modèle de rattrapage et non de convergence. Donc les 8 dotations
Les voici, donc j'espère que vous voyez bien, mais de toute façon je vais vous les détailler et je vous expliquerai un petit peu aussi comment ça se passe sur le plan, enfin comment sont distribuées les fameuses enveloppes, les fameuses dotations. Il y a deux dotations, on va dire, majeures dans cette réforme. La dotation populationnelle, donc, qui représente près de 80% de l'objectif des dépenses, enfin de l'ONDAM. Et je vous en parlerai tout de suite après, la dotation à la file active qui représente quand même 15% aussi de l'objectif. Les dotations que vous voyez en rose, c'est des dotations qui vont être réparties selon certains critères socio-démographiques. Donc avant d'être allouées aux agences régionales de santé, elles vont être soumises à certains critères. Et on ne connaît les critères que pour la répartition de la dotation populationnelle, qui va prendre en compte les critères socio-démographiques pour justement permettre ce rattrapage entre les régions. Ces 4 critères, on les connaît, ça va dépendre du taux de pauvreté de la région, ça va dépendre du taux d'isolement, de la densité médicale, mais aussi de l'offre médico-sociale de la région. Et en fait, une fois que ce sera réparti, l'ARS aura des enveloppes, une enveloppe qui répondra à ces critères. Il y a un autre critère qui rentre en compte, c'est il y aura un coefficient qui sera attribué à la pédopsychiatrie également, enfin la psychiatrie infanto de l'enfant et de l'adolescent. Il y a un coefficient de 2,35 qui est appliqué à la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, donc qui sera mieux valorisé. Donc voilà, donc ces dotations roses qui sont allouées, mais on ne connaît que les critères pour la dotation populationnelle, qui sont allouées par l'État aux régions selon les critères. Les autres dotations qui sont allouées de cette façon-là, il y a aussi, qui représente 3% d'objectifs, la dotation pour les activités spécifiques. Par exemple, la liaison, les urgences, les équipes mobiles, santé, précarité, voilà, toutes ces activités spécifiques uniquement pour les établissements qui font que de la psychiatrie. Les établissements MCO qui ont des activités spécifiques en psychiatrie ne sont pas concernés. Ça concerne exclusivement les établissements qui font que de la psychiatrie. Ensuite, il y a une dotation transformation, 1% d'objectifs, une dotation nouvelles activités, aussi 1% d'objectifs, une dotation structuration recherche, qui représente moins d'1% d'objectifs, mais ces dotations-là, on ne sait pas encore sur quels critères elles vont être réparties dans les régions. Et ensuite, vous avez les 3 dotations en bleu qui, elles, il n'y a aucun critère sociodémographique qui rentre en compte. Elles sont directement allouées par l'État aux établissements, via les ARS bien sûr, mais l'ARS n'a aucun poids pour ces dotations. Et notamment, donc la plus importante, on y reviendra, qui est la dotation à la file active. En pratique, comment ça se passe? Donc, en pratique, tous les ans, l'ONDAM, l'Objectif national des dépenses d'assurance maladie, octroie pour chaque spécialité des enveloppes fermées, des objectifs de dépenses propres à chaque spécialité. Donc là, vous avez l'ODEPSI, l'objectif des dépenses annuelles en psychiatrie. C'est une enveloppe qui s'élève à environ 9,7 milliards d'euros. Donc pour le pays, donc la grosse enveloppe fermée qui arrive dans le bureau de M. Véran, qu'après, ils vont répartir, donc selon les 8 dotations, par exemple les 80% de dotation populationnelle, la dotation liée aux activités spécifiques, 3%, donc ils vont diviser cette grosse enveloppe en 8 petites enveloppes fermées qui contiennent à chaque fois le pourcentage qu'on a vu juste avant. Les 5 enveloppes roses, entre guillemets, qui correspondent aux dotations pour lesquelles l'ARS va avoir un rôle à jouer, une répartition, et les 3 dotations bleues qui, elles, sont réparties via les ARS, mais directement aux établissements. Donc pour ces dotations roses, et notamment pour la dotation populationnelle, ça va passer justement dans un répartiteur en fonction des 4 critères que je vous ai énoncés juste avant. Et ça va arriver là non plus dans le bureau de M. Véran, mais dans le bureau de M. Benoît Vallée. Et en fait, à ce moment-là, il va y avoir une autre répartition pour lesquelles l'ARS aura un rôle, et ça va passer par un comité consultatif d'allocation de ressources. Et cette deuxième répartition, qui va se faire pour les dotations populationnelles et la dotation relative aux nouvelles activités, va prendre en compte des critères régionaux, et l'ARS va choisir, en fonction de certains critères, la répartition dans les différents établissements.
Donc pour ces dotations-là, l'ARS a un rôle à jouer, tandis que pour les autres qui sont liés à la file active, à l'amélioration des critères qualité, à l'amélioration du codage, il n'y a aucun rôle de l'ARS. En plus de ça, il y a 2% de cette répartition, 2% qui va arriver sur le bureau de Benoît Vallée et qui pourra répartir comme il le souhaite. Comme il veut, il pourra le mettre soit dans la recherche, soit dans les nouvelles activités, mais il y a 2% qui peut attribuer comme il le souhaite. Donc ça c'est ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est à peu près comme ça, on sait que ça va se passer comme ça, sauf que le comité de consultatif à l'ARS n'est pas encore constitué, on ne sait pas non plus sur quelles modalités vont être réparties les fameuses sommes entre les établissements. Ça malheureusement on ne sait pas. Est-ce que ça va prendre en compte le taux de précarité, les quartiers prioritaires, le taux de, la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent? On ne sait pas encore quels critères ils vont choisir pour répartir dans les différents établissements. En plus de ça, donc en plus du comité consultatif de répartition, il y a aussi un principe de fongibilité sectorielle entre le public et le privé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer du jour au lendemain avec les spécificités qu'ont les deux secteurs aujourd'hui à un financement à 80% pour le privé par dotation populationnelle. Et même chose pour le secteur public, on ne peut pas passer à du 100% dotation à l'activité, ce ne serait pas possible. Donc une fois par an, une fois que le rattrapage régional a été réalisé, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait passer les enveloppes dans le répartiteur, la Fédération hospitalière française et la Fédération des cliniques et hôpitaux privés ont le droit, une fois par an, ils peuvent choisir quel pourcentage ils donnent pour la dotation populationnelle et pour la dotation à l'activité, ce qui permet du coup d'avoir une marge de manœuvre et de sécuriser ces deux secteurs par rapport à leurs spécificités. Au niveau donc, de ce qui nous intéresse principalement et de ce qui suscite le plus de crainte, parce qu'on s'est dit, enfin moi ce que j'ai pu entendre c'est qu'avec la réforme, ça y est, la psychiatrie passe à un modèle T2A comme en MCO, enfin c'est des choses que j'ai pu entendre. Non, enfin heureusement, alors je ne sais pas si c'est à vocation ce que ça doit devenir, mais là pour l'instant on n'est pas sur un modèle de T2A. Le modèle qu'ils ont proposé, mais qui n'est qu'une hypothèse, parce que comme je vous ai dit, ça change tout le temps, et là, même ce schéma-là, avec les données que j'ai pu avoir, les données les plus récentes, il y a des petites choses qui ne sont déjà plus d'actualité. En gros, comment ça va se passer? Ils vont répartir donc l'enveloppe tarification à l'activité donc en fonction des différents types d'activités, temps complet, temps partiel, ambulatoire, avec des coefficients, mais qui, pareil, ne sont pas sûrs encore, en sachant qu'ils avaient proposé, par exemple, pour le temps plein, des tarifs dégressifs en fonction de la durée d'hospitalisation. Et bien sur les dernières recommandations que j'ai pu voir, ils reviennent un petit peu sur cette idée de tarif dégressif, en disant est-ce que c'est vraiment adapté à la psychiatrie? C'est par exemple les soins sans consentement, c'était pas forcément adapté. Et du coup, ils se sont dit, bah, c'est pas grave, on va les retirer, et puis on mettra un coefficient spécifique pour les soins sans consentement, mais ça n'allait pas non plus. Donc déjà, cette idée de tarif dégressif qui pouvait faire un petit peu peur au vu des types de prise en charge, de certains types de prise en charge en psychiatrie, ça déjà, ils sont en train de se demander si c'est vraiment adapté et s'ils peuvent continuer dans ce chemin-là. Ensuite, par contre, ça, ils veulent vraiment continuer sur cette voie-là, c'est faire un modèle incitatif ambulatoire et un modèle intensif, un petit peu comme le modèle anglo-saxon. En fait, ils veulent centrer sur des prises en charge les plus courtes possibles avec le plus de contacts et le plus d'actes possible. Donc en fait, plus les prises en charge seront courtes et plus il y aura d'actes pour un patient, et plus l'ambulatoire sera valorisé. Aussi, donc, il faut faire attention, c'est que toute l'activité ne va pas être passée au peigne fin, toute l'activité n'est pas concernée par la tarification à l'activité en psychiatrie. Je schématise, voilà, ça représente mon activité en tant que professionnel de santé. Tout ce que je peux faire quand du moment où j'arrive le matin dans le service jusqu'au soir où je repars, toutes les tâches que je vais faire, mais que ce soit pour le patient, pour l'administratif, voilà, ça c'est mon activité en tant que professionnel de santé. Là, c'est la part de mon activité qui va figurer dans le dossier patient. Donc, vous voyez déjà qu'il y a énormément de tâches que les professionnels font qui ne figurent pas forcément dans le dossier patient. Donc là, c'est tout ce qui est tracé dans le dossier patient. Ensuite, là,
c'est la part de l'activité du professionnel qui va remonter dans le RIMP. Vous voyez encore tout ce qui est dans le DPI. Alors c'est tracé pour des raisons, voilà, des raisons légales, mais aussi parce que c'est un petit peu, enfin c'est important de tracer son activité, mais tout ne remonte pas dans le RIMP. Il y a certains critères uniquement certaines variables qui vont remonter tous les 3 mois dans le RIMP. Et sur cette part qui remonte dans le RIMP, voilà, il y a seulement une toute petite partie de l'activité qui va contribuer à cette fameuse dotation à l'activité. Donc vous voyez que par rapport à l'ensemble de l'activité du professionnel, c'est vraiment pas beaucoup. Par contre, j'insiste, c'est que pour cette petite part de dotation à l'activité, mais aussi pour les dotations spécifiques, c'est qu'il faut quand même continuer à tracer son activité. Et là, je vais faire une petite sensibilisation au codage, j'en profite. Mais les dotations spécifiques, par exemple la liaison, par exemple si je veux obtenir un financement pour prise en charge de personnes suicidaires ou que je veux ouvrir, que j'ai une prise en charge spécifique en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent pour les enfants autistes, ils vont me demander de spécifier cette activité pour avoir les financements. Si, quand on ressort, nous, les chiffres à partir du dossier patient, à partir des bases de données qu'on a, et que c'est pas tracé, c'est pas codé, et qu'on voit que finalement, voilà, vous voulez ouvrir un service spécifique ou avoir des fonds pour prendre en charge des enfants autistes, mais il n'y a aucun diagnostic d'enfant autiste dans votre service parce que c'est pas tracé, parce que c'est pas codé. On aura du mal à obtenir les financements, en tout cas à les justifier. Donc tout est lié en fait, la dotation qualité-codage, la dotation spécifique, voilà, si tout est correctement codé, correctement tracé, eh ben, il y aura aucun problème. Donc les messages vraiment clés que je voulais faire passer avec cette présentation, c'est que c'est vraiment un modèle de rattrapage et non de convergence, basé sur certains critères sociaux démographiques propres aux régions, mais qu'on ne connaît que pour la dotation populationnelle. Ce n'est pas l'application de la T2A en psychiatrie, pas encore, hein, pas avec ces critères-là. Que pour les établissements publics, il va quand même y avoir une prédominance de la dotation populationnelle, et cette notion de tarifs différents en psychiatrie adulte et en pédopsychiatrie. Ils pensaient même, là récemment, j'ai lu un article, peut-être mettre un coefficient pour la psychiatrie du sujet âgé. Donc voilà, donc ils ont encore plein d'idées. Il y a encore beaucoup d'inconnus, donc on espère avoir les réponses le plus rapidement possible parce que cette réforme est mise en place depuis le 1er janvier, donc elle est appliquée. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis à vous pour répondre à des questions. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je n'aurais pas su poser des questions un peu plus pratiques sans analyser un tout petit peu le contexte, sans chercher à comprendre le pourquoi et le comment en fait de cette loi, de cette réforme. Donc il y aura certainement une partie qui va se superposer en quelque sorte avec la présentation précédente, mais peut-être d'un point de vue plus soignant, c'est juste peut-être ça l'intérêt, avant de discuter concrètement de comment les choses sont ressenties au plus près du terrain. Bon, en préambule, je tenais quand même qu'on parle un peu de la tâche importante qui est la nôtre, déjà à l'échelle nationale. Si ce n'était que cela, donc on sait que maintenant le trouble psychique, donc pathologie et consommation de psychotropes, y compris représente le premier poste de dépense du régime général de l'assurance maladie, devant d'autres maladies répandues, avec un budget de plus de 20 milliards. Et la demande de soins, nous dit-on, ne fait qu'augmenter de 5% tous les ans. 12 millions de Français sont touchés par un trouble psychique, tout spectre confondu, et il est estimé qu'environ une personne sur 3 en présentera à un moment donné dans sa vie. En Europe, on dit que c'est 1 sur 3, 1 sur 4, donc c'est cela. Au moins 15% des 10 à 20 ans nécessiteraient des soins. On a encore presque 9000 décès par suicide chaque année, donc ça c'était les données de 2015 en France métropolitaine. En 2019, plus de 2 500 000 patients ont déjà été pris en charge en ambulatoire, donc plus de 10% pour la seule région qui est la nôtre. Et 80% de l'activité en psychiatrie générale et 90% pour la pédopsie.
Donc cette activité est réalisée en ambulatoire. Ça veut dire que le virage ambulatoire est donc une réalité très majoritaire en la psychiatrie publique en France, qui effectue entre autres plus de 20 millions d'actes, dont la moitié est signée en CMP. Et ça, c'est les données de 2017. À noter qu'au cours du temps, donc comme vous savez bien, les nombres de lits de la psychiatrie publique n'ont fait que baisser. Si j'ai bien compris, depuis 1990, de moitié. Et que cette suppression des lignes n'a pas engendré de façon systématique le redéploiement des moyens sur l'ambulatoire. Donc c'est important de le dire parce que ça veut dire qu'il y a quand même une perte de moyens quand même historique qui n'a fait finalement qu'aggraver les choses. Alors le nombre de lits et de places en hospitalisation complète, 15% en secteur privé, et le nombre de lits en augmentation et 85% en secteur public en baisse, donc comme je disais, diminué depuis longtemps à moitié. Et les financements historiques, donc les types de financement historiques étaient cloisonnés entre ces deux secteurs d'activité. Bien sûr, il demeure la stigmatisation, les aspects liés aux patients, au parcours de vie, la désinsertion, l'accès actif aux soins, les ruptures de parcours, les comorbidités, les pertes de chance, voire un espoir de vie. Et la situation de la psychiatrie, que vous connaissez très bien, qui souffre de multiples difficultés cumulées, et que la période de la crise Covid n'a fait qu'aggraver. Et comme on dit, maintenant la spécialité désignée en état d'urgence républicaine depuis plusieurs années. Est-ce que c'était aussi une des raisons pour lesquelles beaucoup de réformes ont été conçues et lancées pour la psychiatrie? Juste pour rappel, donc dans le plan qui nous a été annoncé, mettre en place une politique de promotion de la santé basée sur la prévention dans tous les milieux et au long de la vie, lutter contre les inégalités sociales et territoriales d'accès à la santé, garantir la qualité, la sécurité et la pertinence de prise en charge, et innover pour transformer notre système de santé en réaffirmant la place des citoyens. J'ai essayé de comprendre un tout petit peu un système de financement en santé, s'il y avait d'autres possibilités que la T2A ou la DAF. D'ailleurs, c'était les seuls que je connaissais jusque-là. Et en fait, il y a des travaux au niveau gouvernemental qui envisagent de faire des réformes sur le financement de la santé, du système de santé en ensemble. Et j'ai compris finalement que, donc pour la psychiatrie, désolé, je peux le remettre. Alors, on est dans ce qui a été choisi, le mode de véhicule de paiement, comme ils disent. Donc la finalité de la réforme, les véhicules de paiement et les orientations ciblées. Donc on a pour l'ensemble des activités, mais ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, c'est transformer l'offre et inciter à la coordination. Donc c'est volontairement choisir un paiement ou une combinaison de paiement pour la structuration et au service, donc qui devrait aboutir à rénover le modèle du financement en psychiatrie et appuyer au recrutement et au travail en équipe. Bon, c'est assez étonnant parce que je pense que le travail en équipe on le faisait déjà et qu'on était déjà dans un fonctionnement de réseau assez important. En revanche, ce que j'ai appris, c'est que le financement à l'acte est plutôt celui qui impulse de la réactivité et du dynamisme pour une activité, alors que la DAF, elle stabilise, elle pérennise les activités. Donc, peut-être logiquement le choix de combiner les deux. Alors, également, les chiffres qui sont donnés en termes de coûts économiques et sociaux des troubles mentaux, des sommes très importantes, toutes confondues, que ce soit la perte de qualité de vie, la perte de productivité liée à un handicap et au suicide, les coûts dans le secteur médical et dans celui médico-social. La feuille de route nationale pour la santé mentale et la psychiatrie, qui s'est résumée à trois grandes indications. Promouvoir le bien-être mental, prévenir et repérer précocement la souffrance psychique et prévenir le suicide, c'est ce qu'on a toujours essayé de faire. Garantir des parcours de soins coordonnés et soutenus par une offre de psychiatrie accessible, diversifiée et de qualité. Améliorer les conditions de vie et d'inclusion sociale des citoyens et de la citoyenneté des personnes en situation de handicap psychique.
Alors, au niveau national, le constat est assez frappant. L'évolution en dépenses, donc vous avez en bleu l'évolution des dépenses de la psychiatrie publique envers les dépenses des autres spécialités de l'ONDAM. Et en rouge, on a l'offre de soins psychiatriques et lucratifs. Donc le constat a été fait dans le sens que l'iniquité chronique induite par la dualité du modèle de financement et surtout le fait qu'il est très cloisonné avait des effets contraires sur le développement ou le recours à l'ambulatoire et également sur la DMH. Il y a même certains indicateurs qui montrent que, donc, comme je disais, l'ambulatoire s'est beaucoup développé en public, hein, et que nous sommes, semble-t-il, arrivés au paradoxe, la DMH, la durée moyenne d'hospitalisation, elle serait plus longue en libéral qu'en privé. Et selon le rapport de la Cour des comptes, la faiblesse des ressources allouées, donc c'est dit tel quel, au secteur public, aurait conduit l'ARS à se retourner vers le privé pour augmenter l'offre de soins. Je passe sur, parce que ça je reviendrai après. Au niveau des régions, pareil, le constat qui est fait sur, en fait, les dépenses par patient, par habitant finalement, en soins psychiatriques. C'était cette diapo juste pour voir qu'il y a eu une moyenne qui a été fixée à 100, 110 euros, je dirais 120, pas plus. Et plus concrètement, donc, les régions, comment elles se situent par rapport donc, à cette classification qui a été faite de dépenses par habitant au périmètre de la dotation populationnelle et avec correction d'un coefficient géographique. Les écarts sont jugés juste décorrélés du besoin réel et liés au paramétrage historique de la DAF régionale pour le public et aux variations des prix journée dans le lucratif. Comme je disais, les trajectoires de croissance très différenciées entre secteurs d'activité et offre. Et les écarts sont aussi notables en termes de représentativité quant au type de pathologie ou de troubles pris en charge selon le modèle de financement ou d'activité. Ce que je pense, ça va de soi si on connaît les patients qu'on accueille dans nos services et le public qui est un peu représenté différemment dans le privé. Donc, le choix du modèle qui a été fait, en tout cas la proposition de choix qui nous est faite, donc ça reprend ce que l'intervenant précédent a dit. Donc, il s'agit d'un modèle de financement combiné, compartimenté, basé sur les mêmes règles dans le privé et le public, visant plusieurs objectifs. À savoir, territorialisation et réponse aux besoins des habitants respectifs par la dotation populationnelle, dynamisation et réactivité par la dotation activité ou dotation à la file active, développement des soins spécifiques, innovants d'expertise et de la recherche grâce à des financements fléchés, financement, voire un modèle de bonus-malus selon attente de certains objectifs en termes de qualité, ce qu'on appelle les IFAC et qui existent depuis un certain temps en MCO, avec la volonté d'objectiver, d'objectivation et d'affinage exhaustif du codage. Le dernier objectif est incitation assumée à la transformation de l'offre de soins. Et la création de l'objectif de dépenses psy annuelles, qui pour 2022, il est à 2,6%, nous dit-on, vers 2,2% en 2021, donc en nette augmentation, et qui ferait l'objet d'une déclinaison par compartiment du nouveau modèle à l'issue de 2022. Également, dans ce que j'ai trouvé dans ce que j'ai lu, c'est que l'ARS est censée être accompagnée par les gens du terrain, dans une logique de capitalisation et de subsidiarité. Donc le déroulement annoncé au niveau national, il y a la dotation populationnelle régionale, donc sur laquelle on n'a aucunement la main, la région n'a pas la main, qui sont allouées au sein des ARS par l'État. Et ensuite, l'ARS
peut être conseillé par le comité régional consultatif d'allocation des ressources pour la dotation par rapport aux établissements et par rapport à l'utilisation concrète de ces moyens. Ce qui a attendu, l'évolution, c'est ce que on a dit tout à l'heure, cette évolution, on nous a répété à l'envi qu'il ne s'agit pas d'une convergence interrégions, il s'agit d'un rattrapage avec un capage effet revenu. J'avoue que c'est des termes très financiers, mais que j'ai cherché à comprendre. Ça veut dire que pendant 4 ans, les régions jugées les moins dotées vont évoluer, vont progresser dans leurs moyens plus vite que les autres, qui sont en dessous, semble-t-il, qui sont au-dessus de la moyenne. Donc, pour la mise en œuvre, le même constat, la réforme et le cadrage ne sont pas encore achevés, encore en discussion, alors que la réforme est en vigueur depuis le 1er janvier, que l'année de base de calcul sera 2021, que chaque secteur d'activité fixera annuellement le poids respectif de la dotation populationnelle et de la dotation à la file active lors de la campagne budgétaire annuelle, et cette enveloppe s'appliquera à tous les établissements du secteur respectif, ce qu'on appelle le principe de fongibilité en la matière. Sur 4 ans, donc, période de rattrapage et capage effet revenu, donc ça va être évolution lente des revenus pour les régions surdotées et plus rapide pour celles qui seraient sous-dotées. Et cela uniquement sur l'ensemble dotation populationnelle et dotation à la file active. Donc on met à part les autres financements qui vous ont été présentés tout à l'heure. La loi prévoit également une gouvernance dédiée, c'est-à-dire un protocole, un accord et le comité régional de concertation pour l'allocation des ressources. Donc l'accord vient d'être signé, si j'ai bien compris, le 30 novembre dernier. Le cadre a été prévu et il ouvrait la possibilité de prise en compte d'éventuelles spécificités de prise en charge et de particularités populationnelles ou territoriales. Ça reste à définir, ça reste à comprendre exactement. L'ANAP également envisage d'accompagner les ARS et les établissements dans la mise en œuvre de ces réformes à travers plusieurs outils, la création et diffusion d'outils opérationnels, animation de communautés de pratique, l'accompagnement personnalisé des établissements les plus impactés. Sachant que tout ça, c'est en attente. Selon la DGES, voilà ce qui est annoncé. Donc, application du modèle, un modèle sécurisé, nous dit-on, sur plusieurs exercices pour les établissements. Donc, l'année 2022, effectivement, ma directrice financière m'a dit qu'on a commencé à recevoir des acomptes calculés à partir de la recette 2021. Il y a des notifications par établissement avec actualisation des mensualités. Je vous avoue que je n'y comprends pas tout et je l'ai sollicité pour qu'on puisse regarder ensemble quel est le lien entre notre activité et les montants qui sont avancés. En fait, l'idée, c'est d'aller vers une cotation mensuelle et du coup être payé rétroactivement, mais assez rapidement, sur ce qui a été fourni comme cotation dans le RIPSI. Pour les années suivantes, donc, les mêmes acomptes doivent être plus affinés, acompte calculé à partir de recette N-1, ajustement de mensualité avec la garantie, comme je disais, que le montant cumulé de la dotation populationnelle de la DFA ne peut pas être inférieur au montant de celui de l'année N-1. Alors, ça c'est juste pour voir les attributions et puis vraiment le texte de loi sur le comité régional de concertation, je ne vais pas lire. Alors, donc, le point d'étape, qu'est-ce qu'on sait, ce que j'ai pu trouver comme mise à jour, on va dire, sur la dotation populationnelle. Donc, elle est censée assurer
au niveau national le rééquilibrage des moyens entre les régions. Et l'objectif, c'est de réduction de moitié des écarts constatés des financements interrégionaux sur 5 ans. On nous répète à l'envi, rattrapage et pas convergence, donc de 2023 à 2025. Ça pourra représenter maximum 80% pour le secteur public et minimum 15% pour celui lucratif. Alors, elle est reçue par l'ARS et répartie entre régions selon plusieurs critères. Les critères qui ont été retenus, donc c'est le taux de pauvreté, le taux d'isolement, c'est-à-dire personnes vivant seules ou familles monoparentales, superpondération de la population mineure, l'offre médico-sociale adaptée au handicap psychique et la densité des psychiatres. J'ai essayé de faire un parallélisme par rapport à ce qu'ils disent dans les Hauts-de-France. Ben, je pense que, si ce n'est qu'en densité des psychiatres, les chiffres parlent de soi. Sur le taux de pauvreté, je pense que nous sommes quand même malheureusement au-dessus de la moyenne nationale. Le taux d'isolement reste à voir. Et en ce qui concerne la population jeune, voire mineure, je pense qu'également on a un taux de population élevé, plus que la moyenne nationale. Donc voir ce que ça donne de ce point de vue. Ce qui est prévu, annoncé, c'est que chaque région élaborera ses critères d'allocation infrarégionale avec l'aide d'une liste indicative nationale et l'avis du comité consultatif régional, mais tout ça reste à définir. Alors, la question qui demeure également, et ça a été déjà posé, quel périmètre pertinent de distribution et de la population pondérée? Est-ce qu'on parle d'un secteur, d'un établissement de santé, du GHT, d'un PTSM, d'un département, etc. Donc à ce jour, ce qui est dit dans la loi, c'est que chaque région est censée décider de ce périmètre. Sachant que les zones d'intervention des équipes parfois sont sur plusieurs territoires, donc quid de financement de ces activités et de ces équipes. Bon, sachant qu'il y a quand même la possibilité, justement semble-t-il pour les activités suprasectorielles, qu'il y ait une contractualisation directe entre un établissement qui assure cette activité et l'ARS. Quelle prise en compte des coûts des soins sous contrainte? À ce jour, pas grand-chose, si ce n'est que la désagressivité éventuellement par rapport au séjour d'hospitalisation ne s'appliquerait pas. En ce qui concerne la dotation filative, donc c'est un compartiment sensible car il introduit une part variable est strictement liée au volume d'activité. Et on voit que ce qui va être ciblé, ce n'est pas l'ensemble des actes qu'on peut coter et valoriser dans le PMSI, c'est uniquement les entretiens et les activités groupe de groupe. Les valeurs unitaires payées par l'assurance maladie ne seront pas des prix prospectifs, comme c'est le cas en MCO à la T2A, mais une variable rétrospective de redistribution d'une enveloppe fermée, cette dernière étant une sous-enveloppe de l'objectif de dépenses psy. Donc, même sur les clés de répartition, à ce jour, il n'y a pas de certitude. Ce qui est évoqué, ce sont les nombres de jours en temps plein et partiel, nombre de journées, pardon, et le nombre d'actes par an, par patient, en ambulatoire. Mais tout ça, ça reste vraiment à préciser. Il y a eu déjà 3 vagues de simulation. Les résultats ont été communiqués aux directions des établissements. Je ne sais pas si vous avez eu accès à ces simulations. Je pense que chaque gradué, ce qu'on essaie de faire, c'est de s'approprier ce qui nous est envoyé. On essaie de comprendre pourquoi ils sont arrivés à cette conclusion, quels sont les éléments pris en compte pour nous donner quelque chose, le résultat d'une telle simulation. Je pense que c'est la seule façon de peut-être chercher à comprendre ce qui va se passer l'année suivante, éventuellement, et ainsi de suite. En attendant que les détails soient clarifiés. Alors, après avoir regardé les grilles tarifaires, c'est pas du tout, je veux dire, sympathique, c'est pas du tout mon métier non plus, mais j'ai regardé, on a vraiment besoin
de gens qui se connaissent, c'est-à-dire les directeurs financiers et certainement le DIM, pour comprendre mieux ce qui est valorisé, plus valorisé, etc. dans ces grilles tarifaires. Et je pense que des travaux conjoints seront menés sur l'état et l'évolution des grilles tarifaires, parce que c'est de cela que dépend à la suite le montant de la file active, de la dotation à la file active. On a parlé de la dégressivité, notamment pour l'hospitalier. L'hypothèse de la non-retenue, ça serait quelque chose de récent, mais reste à confirmer. Ça vous a été présenté tout à l'heure. Donc effectivement, on voit comment c'est projeté. Donc pour le temps plein, le temps dégressif avec durée d'hospitalisation cumulée sur année par patient. Sachant que s'il y a plusieurs hospitalisations dans la même année, si j'ai bien compris, ces durées vont être cumulées, mises ensemble pour le calcul. Mais la dégressivité est limitée en tarif moyen du médico-social. Donc on ne peut pas aller au-delà de cette limite. Tarif unique à la journée pour tout ce qui est assimilé à l'hospitalisation complète, du temps plein assimilé, mais extra-hospitalier. Et pour le temps partiel, tarif unique à la journée, donc c'est les hôpitaux du jour principalement, et l'ambulatoire, tarif progressif avec le nombre et l'intensité des contacts. On voit bien que l'accès est mis sur le nombre des actes et l'intensité, ça veut dire la fréquence des interventions. Pour avoir une idée du coup, c'était une des simulations, je ne sais plus laquelle, qui a été faite et qui est accessible voilà, pour tout le monde. Donc on voit bien que plus on rencontre le patient souffrant, l'acte il sera bonifié. Il y a 3 sources d'augmentation, de majoration. Donc c'est effectivement l'intensité, donc la partie verte, qui augmente avec la fréquence des interventions. Ensuite, il y a la partie prise en charge intensive, le violet, avec un bonus qui est avancé de 1 000 € pour les adultes et 3 000 € pour les enfants. Donc c'est le supplément par rapport à ce qu'on estime une prise en charge intensive. Ça veut dire au-delà de 36 actes par an pour une personne. Et également ce qui est censé rapporter, c'est l'allée vert, c'est les interventions en dehors des lieux de soins classiques, c'est-à-dire visite à domicile, PMI, milieu scolaire, etc. Donc ça représente 20% du forfait. Selon donc, le nombre de visites hors lieu de soins pour le patient. Je reprécise que tous les actes ne sont pas concernés. Toutes les catégories professionnelles sont concernées, mais pas tous les actes. C'est que les entretiens et les activités de groupe. Un modèle temps plein pour voir qu'ils avaient fait quelque chose pour vous donner une idée. On voit que le tarif augmente jusqu'à la 14e jour, on va dire, voilà, approchant au 20e jour d'hospitalisation, ils sont censés baisser la tarification. Donc en bleu les enfants, en rouge les adultes, en plein centre de crise. Mais tout ça, je veux dire, ce n'est qu'une simulation. Sur les activités spécifiques et leur financement, donc le financement vise à sécuriser les activités extra ou supra ou interrégionales, voire nationales, qui peuvent avoir lieu sur une région. C'est un financement national et on donne le plus souvent l'exemple des UHSA et de l'EMD. La liste initiale était très large, elle a été beaucoup plus restreinte. Et, d'après ce que je comprends, les activités à portée régionale seront financées sur la dotation populationnelle, grâce à une ponction de celle-ci dans une limite de 2% à la latitude des ARS, mais pareil, ça reste à confirmer. Idéalement, ce qui serait logique, c'est peut-être de leur créer un financement dédié, tracé, en dehors de la dotation populationnelle. Et
Également, ce qui est souhaitable, c'est la démarche pluriannuelle d'élaboration, enfin souhaitable, ce qui est demandé dans le cadre des activités spécifiques, notamment nationales ou suprarégionales, c'est une démarche pluriannuelle d'élaboration d'un cahier de charges et un référentiel de moyens par activité, modèle qui pourra inspirer la même chose pour les activités spécifiques régionales. Je pense que les listes, que ce soit au niveau national, suprarégional ou régional, des activités spécifiques, ça serait intéressant de les revoir d'un point de vue professionnel de terrain également. Sous les nouvelles activités, le financement est censé supporter les projets ou les types de soins innovants correspondant à des priorités régionales ou nationales. En partie, ça serait l'équivalent du FIOP actuel. Et au niveau national, il va inclure, semble-t-il, l'enveloppe des fonds d'innovation. Au niveau régional, il est censé faciliter le développement de l'offre de soins manquante. Si pérennisation de cette offre, est-ce qu'il y aura une bascule sur d'autres compartiments de financement, puisque ça ne peut pas être pérenne. Donc, à voir vraiment selon de ce qui va être acté grâce à un arrêté prochainement. Quant à la transformation à la recherche, la transformation, donc le financement intégrerait l'enveloppe historique des aides à l'investissement et cible les actions structurantes ou restructurantes portées auprès des, et j'ai mis entre parenthèses, ou par les établissements, orientation d'un compartiment pérenne destiné à des financements structurants ou structurels, donc qui sont censés s'intégrer dans l'offre de soins à la compléter. Il est pensé comme quelque chose de transitoire sur les 5 années à venir pour compenser le financement régional de la dotation populationnelle si le rattrapage par celle-ci serait encore jugé insuffisant. En ce qui concerne la recherche, donc démarche à initier, à conforter là où ça existe au sein des territoires, financement orienté vers des structures d'appui à la recherche en psychiatrie, peut-être pas sectorisé ou sectoriel, mais quelque chose de plus sur un périmètre plus large. Et pareil, c'est par des arrêtés qu'on aura plus de détails. En ce qui concerne la qualité, le financement à la qualité et le codage, à partir de 2022, donc effectivement, il y a l'IFAC Psy qui a été mis en place. Il est censé rémunérer le niveau atteint de la progression en termes de qualité, basé sur la comparaison inter-établissements au niveau national. Mais voilà, j'ai mis la liste de ce que j'ai trouvé, de ce qui est pris en compte actuellement. Mais ces indicateurs, je pense, ce sont à revoir, si ce n'est que pour la partie psy, on a très peu d'éléments pertinents. Pour 2022, il y aurait une enveloppe qui aurait été calculée selon la FHF de 116 millions, mais en absence de critères de distribution, elle sera gelée. Comme si on n'avait pas besoin de peut-être investir pour créer encore plus de la qualité. Donc dans les types d'indicateurs thématiques transversales, la certification certes des établissements, tout ce qui est dans le cadre de qualité de l'offre de sortie, évaluation et prise en charge de la douleur somatique, évaluation et prise en charge des addictions chez les patients adultes, évaluation et vigilance de l'état cardiovasculaire et métabolique chez les patients adultes, taux de séjour long. Alors, ça c'est évaluation de l'état cardiovasculaire et métabolique, et indicateurs ATIH, que moi je ne connaissais pas et qui sont proposés par l'ATIH mais pas forcément retenus. Le taux de séjour long, hors soins sous contrainte, et taux de patients qui ont bénéficié d'un suivi dans un délai de 15 jours à l'issue d'une hospitalisation. Donc, tout reste à faire parce que des indicateurs pertinents et spécifiques à la psychiatrie, on n'en a pas. Et je pense que c'est à nous aussi de s'emparer du sujet par rapport à la pertinence, que ça représente la qualité de nos soins. En ce qui concerne le cotage PMSI, exhaustivité et précision, est-ce que c'est ça qui est attendu? Quels paramètres, quels critères de qualité au valide, mais ça semble-t-il, d'après les spécialistes, c'est pas forcément adapté. Et les démarches seraient incitatives, mais quand même transitoires. Donc pour le codage, on partirait sur une expérimentation de quelques années, également. Alors, dans les Hauts-de-France, pour moi, d'après ce que j'ai compris, c'est que le Conseil
Le comité consultatif, si un groupe technique vient d'être constitué, donc peut-être il faut que ça soit reconnu au niveau officiel, il y a une nécessité de réfléchir et d'anticiper la définition des règles concertées de suivi de la réforme à un niveau certainement pluriprofessionnel. Nécessité d'élaborer un diagnostic partagé par secteur d'activité. Concertation au niveau soignant, DIM et professionnels des finances, des établissements afin de faire des propositions sur une méthodologie de répartition des ressources, un recueil des besoins d'aide d'activité spécifiques ou nouvelles. Et la place centrale du travail, je pense, et des outils et des données que la Fédération de recherche peut nous fournir dans le cadre d'une élaboration d'un diagnostic partagé, voire d'indicateurs pertinents pour la psychiatrie. Alors, quelques points positifs et points de vigilance, c'est vraiment un regard, j'ai envie de dire subjectif, je n'en ai plus pour longtemps. Le patient au centre du système et l'accent mis sur le parcours, la qualité, mais les indicateurs sont à revoir. Le fait que le patient doit être assuré d'une prise en charge de qualité pertinente, mais prend en compte et qui prend en compte ses particularités et ses aspirations propres. Vision populationnelle qui irait du curatif vers le préventif. Et la médecine générale resterait la clé de voûte de l'accès aux soins. Diminution progressive des inégalités de prise en charge. Est-ce que c'est vers ça qu'on pourrait aller? En tout cas, c'est ce qui est souhaité. Mais on ne pourra pas le faire seul sans les partenaires de ville. Bon, le fait qu'on se met d'accord qu'il faut regarder ensemble les besoins de santé publique, la soutenabilité et le niveau de qualité des soins. Le fait qu'il y a une priorité à l'accès aux soins, à la à la coordination, la recherche, mais pas assez d'accent, à mon sens, sur la prévention. Le fait que, effectivement, la pédopsychiatrie est prioritaire, puisque dans une situation dramatique. Et qu'un modèle de financement unique et combiné selon les mêmes règles pour tous pourrait peut-être être intéressant. Je pense que la bonne nouvelle aussi, c'est surtout pour la MCO, la remise en question de la T2A exclusive en MCO, qui a montré certes ses limites. Alors, quelques questionnements. Qu'en est-il de l'historique des transformations déjà faites de l'avant 2021, j'ai envie de dire, et d'une analyse plus fine des causes d'inégalité d'offres et de dépenses en soins psy par habitant d'une région à l'autre, voire d'un territoire ou d'un établissement ou un secteur à l'autre. Quid de l'après 2025 concernant la partie variable et les dispositifs temporaires. C'est un modèle qui s'annonce volontariste, à mon sens plus incitatif et orienté sur l'avenir, que gratifiant par rapport à l'existant, par rapport à ce qui est fait, avec peut-être un petit effet boomerang, Big Bang à rechercher, ça reste à voir. Personnellement, j'ai le sentiment d'une approche expérimentale. Il y a très peu de choses qui sont claires, il y a très peu de choses qui sont définies et qui plus est, risquent de changer d'ici quelques mois. Et je pense que littéralement, c'est une expérimentation qui n'a pas forcément de modèle pertinent ou valide, qui a monté ses preuves ailleurs et qui aurait été, adopté pour changer les choses. C'est vraiment quelque chose d'assez expérimental. Et sentiment que ça vient d'en haut, c'est peut-être, c'est un peu en blanc, j'ai envie de dire provocateur, au lieu de la concertation qui avait dû partir d'en bas, sur les besoins vraiment de l'existant. Donc, un sentiment de top-down au lieu d'en bottom-up dans l'élaboration et la présentation du modèle, volonté de maîtrise le coût des dépenses. Alors, quid de l'élaboration de PTSM, parce qu'on parlait de ça serait quoi le périmètre, donc il s'est suggéré quand même, on parle plus du PTSM. L'expérience qu'on a douée, c'est que finalement, on peut tout concevoir, tout mettre en place, à moins que ça soit un moyen constant et qu'on ne demande pas d'enveloppe supplémentaire à l'ARS. Est-ce que c'est ça le message? Voilà. Que du financement de la très utile activité liaison psy aux urgences, en MCO, que l'on voit, j'ai envie, en moyen humain, ou des activités suprasectorielles. J'avoue que je ne les ai pas trouvées sur la liste d'activités spécifiques, je vais les relire, mais franchement, j'ai posé la question, si vous voulez, même dans la présentation sur l'ambulatoire, c'est écrit tout en bas, sauf liaison aux urgences,
MCO et le secteur pénitentiaire. Ça, je peux comprendre. Mais effectivement, on ne trouve nulle part le financement dorénavant pour l'activité de liaison aux urgences, si ce n'est que celle-là. Il y a d'autres oubliés, comme la dictologie, tout ce qui est pathologie du sommeil et la sismothérapie, qui apparemment serait à la tête de DAF, mais en MCO. Le point ignoré de la grande variabilité nosographique, prévalence, sévérité, complexité, pronostic, et de la grande variabilité d'évolution interindividuelle en psychiatrie. C'est vrai que vous avez été plusieurs à le soulever d'emblée. On ne parle pas du tout de ça. C'est vrai que le diagnostic peut être assez grave, avec un pronostic important, et finalement, les soins ne soient pas... Donc voilà, c'est à interroger. Je n'ai pas d'avis clair là-dessus. Que du risque d'une évolution annuelle à la baisse des tarifs et forfaits dans le cadre de la dotation à la file active, selon l'exemple de la T2A en MCO et ses effets délétères. Est-ce qu'on n'aura pas la surprise que d'une année à l'autre, on voit ces tarifs et ces actes à un prix qui se réduit, et finalement qu'on se retrouve dans la situation assez catastrophique de la MCO. C'est important quand même de garder ça à l'esprit, c'est un point de vigilance. Quel garde-fou contre les dérives, éventuelles dérives, ça serait privilégier des actes les plus rémunérateurs, plus rentables, ou chercher à multiplier le nombre au détriment du contenu. Ça peut être une incitation à cela également. Alors, juste un mot sur le contexte. J'ai fini. Ça, on connaît tout, je pense que tout le monde connaît. Peut-être parler de la démographie médicale et de l'état un peu dans les équipes. Ça va, tout le monde Alors, et le fait qu'il y a des choses qui bougent dans tous les sens, à tous les niveaux, que ce soit sur la loi, sur les mesures restrictives des libertés, que ce soit la certification, que ce soit de nouveaux IQSS qu'il faut recueillir, analyser, comprendre, adopter, la surcharge des tâches administratives, etc., etc. Et ça, c'est très important, en revanche, peut-être juste un mot, la révision des autorisations et décisions, de distinguer les 4 axes. Donc, une volonté claire de dissocier la population mineure de celle majeure, alors que la pratique est beaucoup plus complexe. Et sachant que, dorénavant, la rémunération se fera... Donc, je pense, il y aura des questionnements aussi. Un mineur sera dans un service de psychiatrie adulte. La psychiatrie adulte n'a pas l'autorisation, donc selon les futures règles, d'accueillir des mineurs. Est-ce que la tarification sera comme pour un mineur ou sera selon l'autorisation? C'est une vraie question. Corrélat déterminant, juste que la remarque que j'ai pu me faire, c'est qu'il n'y en a pas d'enquête ou d'analyse approfondie des coûts réels et ni des référentiels de moyens humains nécessaires en psychiatrie. Ça pourrait être une piste pour y voir plus clair. Et aussi, on ne parle pas, mais il y a une vraie inégalité entre les établissements en termes de capacité de performance, si ce n'est en termes d'informatique, de compétences, fonctions, support, management, formation, DIM, etc. Et de personnel, bien sûr. À corriger également. C'est quand même important, parce que tout le monde va être quand même confronté à une remise en question importante. Est-ce que tout le monde a les moyens pour l'assumer? Alors, bien sûr, le respect au sein des établissements de santé des financements MCO et EPSI, c'est toujours pas le cas, on le disait tout à l'heure. Et un travail partagé plus que jamais nécessaire. Et puis, un petit dernier mot pour le secteur qui quand même a ses avantages. Et dont les missions de service public et d'intérêt général, ainsi qu'à la diversité des situations prises en charge, je pense que ça devait être sanctuarisé. Et en tout cas, c'est à nous peut-être de le demander. Et l'humain, la relation au patient, le fait que, dans tout soin, qui plus est aussi, l'approche humaine et humaniste est essentielle. Ça, il faut faire. Vraiment... c'est pour... C'est la conclusion. Oui, en gros, c'est ça. Et ça m'a beaucoup fait rire, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui nous est envoyé par
par les, disons, chefs de projet, en disant vous voulez que ça soit vite, rapide et pas cher, enfin, et de grande qualité, et en fait c'est impossible. Et j'ai envie de dire, mais pour les soins c'est pareil, ça ne peut pas être autrement. Vraiment pour la touche d'humour, hein. Les sources, et je vous remercie pour votre attention. Ouais. De compilation des données qu'on peut nous saisir. Merci, donc bonjour à tous, donc, je suis le docteur Marie-Caroline Clément, donc, je suis médecin de santé publique. Je travaille donc à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, donc la TIH. En synthèse, pour ceux qui ne connaîtraient pas, en gros la TIH c'est l'agence qui s'occupe du RIMP, voilà, donc qui est en charge à la fois de la mise en œuvre de la collecte, de la publication des consignes, et puis donc, ce qui va nous occuper aujourd'hui, de la partie analyse de l'activité et restitution des informations. Donc, juste avant que je commence, je vais faire un petit sondage. Qui parmi vous connaît la plateforme Scan Santé, qui est la plateforme de restitution des données de la TIH? Alors, peut-être largement minoritaire. D'accord, donc du coup je vais avoir une première partie donc, où je vais vous présenter cette plateforme et puis du coup une deuxième partie avec des exemples plus pratiques sur des exemples d'analyse qu'on peut faire à partir de cette plateforme. De toute façon je pense que vous aurez le support, donc voilà, il est possible que je passe rapidement sur certaines diapos, mais l'idée c'est de vous donner envie d'y aller. Donc tout d'abord sur la partie présentation de Scan Santé. Donc Scan Santé, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la plateforme de restitution de la TIH. C'est une plateforme qui évolue en continu et qui est liée aussi à ce qu'on appelle maintenant la plateforme des données hospitalières, donc qui est la plateforme qui met à disposition, entre autres des établissements de santé, les données du PMSI et parmi lesquelles les données du RIMP qui sont actualisées tous les jours ou toutes les semaines. Donc Scan Santé, ce n'est pas la plateforme des données hospitalières. Scan Santé, l'idée c'est vraiment d'avoir des données prêtes à l'emploi. C'est vraiment des tableaux de bord un peu clic-bouton. C'est des restitutions qui sont faites à la demande soit d'utilisateurs, des agences régionales de santé, des fédérations, des établissements. Il y a tout un historique de restitution voilà, qui rentre en termes de production. Alors chaque établissement n'a pas sa restitution, je vous rassure. Mais voilà, on a des groupes de travail parmi lesquels on a des représentants d'établissements et qui nous aident aussi à créer des nouvelles restitutions en tant que de besoin. C'est une plateforme donc, qui va restituer des informations sur l'ensemble des données qui sont collectées par la TIH. Donc il y a entre autres les données d'activité, telles que le RIMP, mais pas que. Il y a également des données donc, sur les coûts finances, donc, entre autres pour la psychiatrie, tout ce qui va concerner le RTC, le retraitement comptable. Mais également les données de la DGFiP, les données du bilan social pour les établissements qui participent, et puis des données qualité. Donc avant, sur qualité, on avait les restitutions qui s'appelaient Scope Santé de la HAS, qui maintenant sont, on va dire, plus indépendantes, mais donc on en a un petit peu parlé tout à l'heure dans le cadre de l'incitation financière à l'amélioration de la qualité, notamment IFAC. Il y a de nouvelles restitutions qui devraient apparaître c'est-à-dire en début d'année prochaine. Donc l'ensemble de ces données sont recueillies par la TIH, elles sont retraitées et elles sont mises à disposition donc, sur la plateforme Scan Santé. L'idée, comme on va le voir, donc pour chacune des restitutions, vous avez un formulaire, vous vous renseignez avec des filtres, donc le formulaire d'interrogation qui vous demande la période des données qui vous intéressent, la zone géographique, l'établissement, le niveau d'agrégat que vous souhaitez, un bouton visualiser les résultats et vous avez des tableaux de bord de résultats qui sont consultables en ligne ou exportables. Les exports sont pas beaux du tout, mais ils peuvent être pratiques si vous voulez avoir les informations en format Excel ou PDF. Très rapidement, depuis 2019, donc, la CNIL, dans le cadre notamment de la RGPD, oblige à un masquage des petits effectifs sur les restitutions entre guillemets grand public. Donc tous les effectifs inférieurs à 11 sont malheureusement masqués. Alors inférieur à 11, on va dire, c'est plutôt entre 0,5, puisqu'on est en psychiatrie, donc vous avez des venues d'une demi-journée, donc il arrive que les établissements aient des résultats à 0,5. On va dire entre 0,5 et 10, quand on a des effectifs comme ça, ils sont obligatoirement masqués sur la plateforme. Par contre, je vous en parlais tout à l'heure, donc sur la plateforme des données hospitalières, il y a une version, on va dire, bêta de Scan Santé, qui est une copie en fait de la version grand public, mais qui est disponible via la plateforme des données hospitalières, donc en niveau de sécurité supérieur, et sur laquelle vous avez accès aux données donc sans restriction et sans masquage. Ce qui peut être plus pratique
notamment quand vous travaillez sur des territoires restreints, avec potentiellement des petits effectifs. Donc les niveaux d'interrogation, très rapidement, Scan Santé, c'est une plateforme qui est disponible pour tous les champs, donc MCO, HAD, SSR et psychiatrie. Et également, vous avez depuis quelques mois, quelques années, des données sur le médico-social. Donc il y a également des informations sur les tableaux de bord médico-sociaux et sur les études nationales de coûts dans le système, dans le champ médico-social. En termes de période, en fonction des restitutions, c'est des restitutions qui vont être soit annuelles, soit pluriannuelles, soit infra-annuelles. Elles vont également concerner différentes zones géographiques. Donc on peut aller du code géographique, qui va être le niveau le plus fin, jusqu'au niveau France entière. Et puis pour certaines régions, des zonages spécifiques qui s'appliquent en général plus au champ MCO qu'au champ psychiatrie. Mais voilà, c'est pas dit qu'à terme, si les régions nous font remonter des zonages spécifiques, il est possible de les implémenter, quel que soit le champ. On a également des restitutions au niveau établissement, donc en fonction, qui sont agrégables, en fonction du type de financement, de la taille de l'établissement, de la catégorie. Certaines restitutions proposent des paniers d'établissement à la carte, donc notamment si vous faites partie d'un GHT, si vous voulez aller choisir l'ensemble des établissements du GHT, c'est possible. Et puis donc les regroupements d'activités sont spécifiques à chacun des champs. Donc là je vous ai mis uniquement ceux de la psychiatrie. Donc il y a bien sûr la nature de prise en charge, donc temps complet, temps partiel ou ambulatoire. Vous retrouvez également les formes d'activité, les catégories de diagnostic, voire les diagnostics. Donc sur la plateforme Scan Santé, vous avez deux possibilités. Donc vous avez un accès, on va dire, grand public qui est ouvert à tous. Et vous avez également un accès plus sécurisé via ce qu'on appelle un compte plage. Donc, par exemple, au sein des établissements, vous avez un référent plage qui peut vous ouvrir un compte. Donc, il ne faut pas hésiter à vous rapprocher de cette personne si vous souhaitez avoir accès à ces données. L'avantage, c'est qu'en fait, vous avez accès à plus de restitutions quand vous êtes en mode connecté via plage. Donc, notamment dans la présentation que je vais faire, vous verrez, il y a des petits pictogrammes qui indiquent accès restreint ou accès libre. Donc quand c'est accès restreint, il vous faut un compte plage, ne serait-ce que même pour voir en fait que la restitution existe. Voilà, donc je vous invite vivement à vous rapprocher de votre BIM ou de l'autre personne en charge de ces comptes plage si vous souhaitez consulter les données de la plateforme. Sur la nouvelle page d'accueil, vous avez un filtre qui existe. Donc je ne vais pas aller en live, mais vous avez donc l'adresse du site, donc c'est www.scansanté.fr. Quand vous arrivez sur la page, il y a énormément de restitutions. Si vous ne voulez pas vous noyer, vous voulez vraiment avoir juste celles pour lesquelles il y a quelque chose pour la psychiatrie, vous avez un filtre, là, je ne sais pas si vous voyez bien, qui s'appelle Activité. Vous pouvez aller choisir psychiatrie. Et ensuite, sur le côté, vous aurez l'ensemble des restitutions qui va s'afficher pour chacun des blocs, des onglets, pour lesquels il y a des éléments qui correspondent au champ de la psychiatrie. Donc vous avez différents blocs que vous retrouvez là en haut de la page, donc qui sont des indicateurs synthétiques. Une partie activité, donc qui va plutôt nous intéresser aujourd'hui, une partie coût finance où vous retrouvez les données du RTC, et puis la partie qualité et médico-social. Plus particulièrement en psychiatrie, vous avez tout un bloc de restitutions qui se trouve dans la partie activité, donc que vous avez là en bas, qui sont les restitutions médico-économiques en psychiatrie. Parmi ces restitutions, vous en avez deux qui sont en accès libre, donc qui sont données agrégées et population résidente, donc que vous voyez sans vous être connecté avec un compte plage, et deux pour lesquels vous avez besoin d'un compte plage qui sont données par établissement et hospitalisation. Donc. Le compte plage vous donne accès à la fois aux données de votre établissement, mais aussi à toutes les données de tous les établissements de France de façon individuelle, à l'exception des données sur les recettes qui sont passées. Très rapidement, pour faire un zoom sur ces 4 restitutions, donc voilà, comme je vous l'ai dit, vous les avez là. Ces restitutions utilisent des sources de données multiples, donc à la fois des sources, à la fois le RIMP, mais également du répertoire finesse, de l'adresse, des données de financement, et puis des données également assurance maladie, puisqu'il y a des informations sur l'offre de soins. Elle vous restitue 5 ans d'historique pour chacun des tableaux, et il y a une maintenance annuelle, donc c'est une restitution, vous ne choisissez pas l'année, mais par contre vous avez 5 ans d'historique des données. Ce qui est pas tout à fait vrai d'ailleurs, je vais revenir par la suite.
Donc vous avez 3 restitutions, donc des restitutions qui vont être plutôt de la description, donc une information sur données par établissement qui vous donne des informations génériques, on va dire, sur l'établissement à travers une carte d'identité, des informations sur la patientèle prise en charge, sur la production de soins de l'établissement, donc les nombres de journées, nombre d'actes, et puis les ressources financières. Vous avez également des positionnements relatifs qui permettent de positionner l'établissement par rapport au niveau régional, au niveau national, des établissements sous DAF ou sous OQN. Depuis le 1er janvier, ex-DAF ou ex-OQN, mais pour l'instant, on n'a pas encore changé la dénomination. Vous avez également une restitution, donc population résidente, qui vous permet de caractériser un territoire, donc avec des informations sur les habitants, les patients, l'offre de soins médico-sociales, etc. Et puis, donc, une restitution de données agrégées qui vous permet de parangonner l'établissement par rapport à une restitution que vous feriez à façon. Et puis enfin la dernière restitution, donc c'est un focus thématique sur les hospitalisations longues en psychiatrie, qui vous propose en fait 4 seuils pour aller sélectionner donc 90 jours, 180 jours, 270 jours et 365 jours, qui vous permet en fait de choisir, en fonction de ces seuils, en fait, d'exporter les caractéristiques des patients qui sont hospitalisés par exemple plus de 3 mois dans votre établissement, de façon continue ou de façon discontinue, sur plusieurs années, puisqu'on a une vision du coup de ce qui s'est passé l'année précédente, de l'hospitalisation longue et du suivi quand les données sont disponibles. Bon, donc ça c'est, voilà, vous avez toutes des ressources documentaires qui sont mises à disposition. Voilà, donc ensuite je vais passer sur la partie exemple d'analyse. Il me reste 5 minutes, c'est ça? Ah non, d'accord, pardon. J'ai mis les mains, j'ai parlé beaucoup. Donc sur la partie exemple d'analyse, donc on verra ce qu'on a le temps de faire, mais donc voilà, l'idée c'est de vous présenter des exemples d'analyse sur l'activité d'un établissement et la possibilité de parangonner. Alors je ne sais pas si vous voyez bien le verre d'eau, mais ça ne voit pas trop. Avec un petit focus plus long sur les hospitalisations longues en psychiatrie, qui peut vous être utile, puisque comme on l'a vu dans la présentation précédente, le taux de séjour long est possiblement un des indicateurs qui pourra être retenu pour la dotation au financement à la qualité, l'amélioration de la qualité. Et puis ensuite une autre présentation de restitution qui vous permettent d'analyser l'activité d'un territoire. Donc sur cette première restitution, donc là vous avez un exemple de tableau que vous avez via la restitution médico-économique, donc donnée par établissement. Je ne l'ai pas mis d'ailleurs. Donc là vous avez un exemple d'un établissement de votre région. Donc vous avez en ligne les différents indicateurs, donc par exemple le nombre total de patients, le nombre total de patients en dehors des monoconsultants, le nombre de patients pris en charge en ambulatoire. Vous avez l'évolution sur les 5 années. Vous avez des positionnements relatifs qui sont disponibles. Donc, par exemple, vous pouvez avoir le pourcentage de patients hospitalisés au moins une fois à temps plein sur l'année. Et puis, vous avez des focus. Donc là, par exemple, en bas, vous avez un exemple de focus par classe d'âge. Donc là, vous avez le nombre de patients pris en charge en ambulatoire en fonction des différentes classes d'âge. Donc 0,6 ans, 6-12 ans, 0,6, 6-12, 12-18, 18-65, etc. Et quand vous vous déplacez sur le camembert, donc quand vous êtes sur l'application, vous avez également les pourcentages et les effectifs. Un deuxième exemple, donc là par exemple c'est un exemple sur la production de soins de l'établissement. Donc vous avez les prises en charge en ambulatoire, donc, vous avez des tableaux dans la restitution, donc qui vous restituent par exemple le nombre d'actes et de cas. Le choix avait été fait de ne pas restituer les réunions, donc c'est hors réunion. Donc là, pareil, vous avez donc les 5 dernières années. Donc par exemple, l'établissement a produit 52 786 actes en 2019 et 55 784 en 2020. Et puis vous avez toujours donc des positionnements relatifs. Donc avec par exemple sur les prises en charge en ambulatoire, vous pouvez avoir l'évolution. Donc là, en fait, vous avez les enfants, les adultes, et donc l'évolution par type d'actes. Donc en jaune, les entretiens. En rouge, les groupes, au fur et à mesure des années, en fonction des classes d'âge. Là, je vous ai juste mis le formulaire, donc je ne rentrerai pas dans le détail, puisque la restitution données agrégées est à peu près le pendant de la restitution donnée par établissement, sauf qu'elle donne des informations agrégées en fonction des filtres que vous avez choisis.
Donc vous avez un formulaire qui vous permet de faire les agrégats qui vous intéressent à façon. Donc vous pouvez choisir le statut juridique de l'établissement, les modalités de financement, est-ce que l'établissement a une activité sectorisée ou non, est-ce qu'il assure une mission de service de soins sans consentement, la zone géographique, la part de la psychiatrie dans la patientèle pour les établissements multichamps, la file active de psychiatrie et puis la part de la patientèle enfant. Pour l'instant, la restitution est faite de telle sorte qu'il vous faut au moins 3 établissements dans votre panier. Voilà, l'idée, mais on n'a pas encore de calendrier, c'est de la faire évoluer sur on va dire un panier d'établissements un peu plus souple. Vous pourrez choisir directement quels sont les établissements que vous pouvez mettre dans le panier, ce qui sera un peu moins archaïque que de jouer avec les filtres. Donc, parmi ces restitutions, donc, il y a également donc, une restitution sur les hospitalisations longues en psychiatrie. Donc, cette restitution, contrairement aux autres, en fait, ne restitue pas des données sur 5 ans. Là, vous choisissez une année de file active. Donc, la restitution existe maintenant depuis 6 ans. Donc, vous avez 6 ans. Vous avez 6 années de file active, donc depuis 2015. Donc, vous choisissez la période, l'établissement qui vous intéresse et un seuil d'hospitalisation, donc parmi 4 seuils. Donc 3 mois, 6 mois, 9 mois et 1 an. Vous avez une partie documentation. Et du coup, l'objectif de la restitution, c'est de regarder dans la file active une année donnée, quels sont les patients qui ont été hospitalisés, donc par exemple plus de 90 jours au cours de l'année, soit de façon continue à temps plein, soit de façon discontinue. Et quand on dit discontinue, c'est-à-dire que le patient a pu rentrer à domicile entre 1 et 6 nuits et revenir dans l'établissement. À ce moment-là, on compte un seul épisode d'hospitalisation longue. On est vraiment sur 1 an de façon rétrospective, c'est-à-dire qu'on regarde, en gros, chaque période de suivi pour chaque patient est spécifique. Et la période de suivi commence le dernier jour de l'hospitalisation à temps plein, donc de l'année de la file active. Donc, par exemple, si on prend 2020, le dernier jour d'hospitalisation à temps plein en 2020, et on remonte sur 365 jours avant, donc sur 2020 et puis potentiellement sur 2019. Donc ensuite, vous avez, donc là je vous ai mis un exemple donc, pour le CH d'Arras, puisqu'on est en Arras. Voilà, donc vous avez donc en continu et en concentré. Donc là par exemple, ce qu'on voit, c'est que pour l'établissement, donc en 2020, donc on a 816 patients qui ont été hospitalisés à temps plein en moins d'une journée, donc 80 qui ont eu une hospitalisation longue en continu et 83 qui ont eu une hospitalisation longue plutôt en concentré. Vous avez également des positionnements relatifs, donc ça vous permet de positionner l'établissement par rapport à la région ou au niveau national pour l'établissement sous DAF ou sous OQN. Donc là, par exemple, si vous regardez, donc pour l'établissement, le pourcentage de patients hospitalisés à temps plein donc représentait 9,8% de la file active à temps plein, ce qui est inférieur à ce qu'on observe au niveau, par exemple, régional. On est à 11,6% pour les établissements sous DAF. Et ce qui est également inférieur à ce qu'on observe au niveau national, où on était à 12,8%. Donc je ne vais pas vous faire tous les tableaux de la restitution, mais voilà, vous avez d'autres tableaux qui peuvent être intéressants. Vous en avez notamment qui détaillent les diagnostics, on en parlait tout à l'heure, donc les diagnostics qui ont pu être codés pour le patient. Donc vous avez tous les diagnostics en F que je n'ai pas remis, et puis vous avez également 2 tableaux, donc un sur les facteurs qui vont compliquer la prise en charge et un sur les pathologies somatiques ou autres. Donc par exemple, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, donc sur les 80 patients hospitalisés plus de 3 mois, il y en avait 11 pour lesquels il y a des difficultés liées au logement et aux conditions socio-économiques qui ont été codées et donc qu'on retrouve dans le RIMP et qui potentiellement peuvent être un élément explicatif de la prise en charge plus longue. Et puis pareil pour les pathologies somatiques, vous en aviez 13. Vous avez également donc, des informations sur la consommation de soins. Donc, par exemple, vous avez le nombre total de journées de présence à temps plein qui ont pu être consommées par les patients hospitalisés longtemps. Donc là, par exemple, en continu en 2020, on en avait 21 004. Et donc, quand on regarde en termes de positionnement relatif, ça correspondait donc à 60,3% des journées pour l'établissement, ce qui là, donc, contrairement au pourcentage de patients, est supérieur à ce qu'on peut observer pour la région, puisqu'on était à 57,5% pour les établissements sous DAF de la région. Et puis, vous avez également la distribution de la durée d'hospitalisation, donc en termes de quartile. Donc, ça vous permet, par exemple, de voir à quel niveau se situe le 3e quartile. Donc, par exemple, il y avait 25% des patients qui sont restés hospitalisés plus de 3 mois
dans l'établissement qui l'ont en fait été plus de 363 jours, donc à peu près l'année entière. Et puis donc dans la dernière partie, vous avez également une analyse du devenir. Donc là sur 2020, on n'a pas encore les données 2021 qui vont bientôt arriver. Mais donc là, si vous regardez sur 2019, vous avez ce qu'il est devenu, enfin ce que les patients sont devenus dans l'année qui suit. Donc par exemple, par rapport à la file active hospitalisée longtemps en 2019, ça vous permet par exemple de voir qu'il y en a eu 34 donc, qui ont eu une prise en charge en ambulatoire dans l'année qui suit leur hospitalisation longue. Voilà, donc maintenant je vais vous passer rapidement en revue d'autres restitutions qui sont... Ah, 5 minutes. Merci. Qui pour le coup sont plus des restitutions spécifiques pour la psychiatrie, mais qui sont des restitutions qui existent dans d'autres champs, mais qui peuvent vous être utiles pour analyser l'activité de vos établissements ou d'un territoire. Donc la première restitution, ça c'est encore une restitution spécifique à la psychiatrie qui s'appelle population résidente, mais qui restitue plutôt des éléments sur les territoires. Donc vous avez une première partie sur la population et les caractéristiques socio-économiques. Donc ça vous permet notamment de placer ou de comparer vos zones géographiques, sachant qu'on peut descendre à un niveau assez fin puisque ça descend jusqu'au niveau code géographique, et vous pouvez même reconstituer, on parlait de secteurs tout à l'heure, vos secteurs si vous savez à peu près à quel code géographique ils correspondent. Et du coup, ça vous permet d'avoir un peu des éléments, notamment tous les indicateurs de l'INSEE, à ce niveau géographique-là. Ce qui peut être utile, puisque certains éléments vont être pris en compte dans le cadre notamment de la DOT-POP. Vous avez également des éléments sur l'offre de soins médico-sociale, sur l'offre de soins sanitaires des territoires, et puis sur l'offre de soins libérale. Sachant que tous les critères d'offre de soins ne vont que jusqu'au niveau du département, puisqu'on n'a pas cette information-là à des niveaux plus détaillés. Une autre restitution qui peut être intéressante, c'est ce qu'on appelle les taux de recours. Donc ça, c'est une restitution qui est en accès libre sur Scan Santé, qui existe pour tous les champs, mais qui existe également pour la psychiatrie. Vous avez 2 formulaires d'interrogation qui vous permettent en fait d'avoir des éléments sur les taux de recours d'une zone géographique. Donc par exemple d'une région par département, ou voire même de comparer les taux de recours par modalité de regroupement. Donc là par exemple vous avez un exemple, donc si vous analysez le taux de recours en psychiatrie en nombre de journées ou d'actes, donc vous avez le choix au niveau du formulaire, vous pouvez choisir la période, le type de taux, et puis vous pouvez avoir ces taux de recours donc par mode de prise en charge, et puis soit pour l'ensemble de l'activité, soit par catégorie de diagnostic principal qui aura été codé pour les patients. Et donc ensuite, vous pouvez avoir des grands tableaux qui vous permettent de vous comparer, de comparer la région par exemple au niveau national. Donc dans la ligne du bas, vous avez les Hauts-de-France. Donc par exemple le taux de recours en nombre de journées pour une prise en charge à temps plein de patients avec un diagnostic principal F2. Donc on était à 74,34 en 2016 et on voit que ça baisse puisqu'on est à 62,08 en 2020. Et du coup ça vous permet également de vous comparer par rapport à l'indice national. Donc là vous êtes en dessous, la région est en dessous de 1, donc a priori vous avez moins de journées d'hospitalisation à temps plein pour des patients avec un diagnostic F2 qu'au niveau national. En autre restitution, donc vous avez aussi des restitutions qui vous permettent de comparer la partie consommation et production de soins. Donc qui vous donnent des tableaux avec, par zone géographique choisie, l'ensemble des établissements et l'ensemble des territoires. Donc là, vous avez l'ensemble des établissements pour le Pas-de-Calais en fonction de la consommation par territoire de santé. Donc si on reprend l'exemple du CH d'Arras que vous avez ici, donc, par exemple, ça vous permet de voir que le centre hospitalier d'Arras a produit, toujours pareil pour les patients à temps plein avec un diagnostic F2 en 2020. Pour le Pas-de-Calais, 11 973 journées d'hospitalisation. Donc, tout au bout, là, vous avez 12 466 journées, donc ça, c'est l'ensemble de la production pour l'établissement. Et donc, ce qu'on voit, c'est que l'établissement recrute principalement dans le Pas-de-Calais. Il y a très peu de patients, finalement, qui sont hospitalisés d'autres zones. Voilà, et peut-être juste une minute
minutes pour finir. Vous avez également, mais là je ne vais pas y passer du temps parce qu'on n'aura pas le temps, mais voilà, je vous ai également mis des informations sur un outil cartographique qui vous permet de faire des cartes en fait, à partir des données d'hospitalisation et qui vous permet, entre autres, voilà, par exemple, de voir la production de soins d'un établissement en fonction de la zone de résidence de vos patients. Donc ça vous permet un peu de faire en fait, des zones de recrutement et ensuite d'analyser. Par exemple, la part de marché que peut avoir un établissement parmi la zone géographique que vous avez choisie. Et du coup, ça vous permet de vous comparer et voilà, de voir votre activité sur un territoire en particulier. Voilà, je vous remercie. Merci. Entre 4 chefs de service du Roubaisy et qui sont venus trouver la Fédération régionale de recherche en santé mentale pour les aider une réflexion sur le redécoupage des frontières de leur secteur. Merci. Donc pour resituer un petit peu l'historique de cette démarche, donc, ça concerne les 4 secteurs roubaisiens, donc Roubaix et les communes limitrophes. Donc secteurs qui sont centrés sur 4 CMP, qui sont les pivots de l'activité sectorielle, avec des unités d'hospitalisation, une clinique spécialisée dans les troubles anxieux et dépressifs, la clinique du Nouveau Monde, un hôpital de jour et l'hôpital Bonafé, où il existe également un centre de crise et des unités de psychiatrie sectorisées à temps plein, ce qu'on appelle les unités de psychiatrie générale. Donc, comme on l'a dit, comme Julie l'a dit, depuis 20 ans, il y a une réduction de lits qui est assez impressionnante, hein, puisque nos secteurs de psychiatrie, dans les années 90, comptaient plus de 80 lits. Aujourd'hui, on est sur une trentaine de lits en tout par secteur. Donc évidemment que cette réduction de lits a entraîné des grandes tensions dans le fonctionnement de l'hôpital, et j'ai envie de dire aussi des tensions entre les professionnels, entre les médecins aussi, et entre les chefs de service. Et à un moment, ce qu'on a pu observer nous sur le site de l'hôpital Bonafé, c'est des débordements, notamment dans les unités de psychiatrie générale, de certains secteurs, le mien, le G12 en particulier, et aussi et surtout le secteur G14, Croix, Ouascal, sur les autres secteurs, donc le G15, Waterloo, et le G13, Aime-la-Noix. Donc de ces tensions sont nées des discussions, plus ou moins houleuses d'ailleurs, hein, parfois assez rudes. Et à un moment, on s'est dit, ce serait quand même bien d'essayer d'objectiver, de comprendre, est-ce que dans ces différences qu'on peut observer en termes d'utilisation des lits d'hospitalisation, est-ce qu'il y a des différences de pratique? Certainement, des différences qui sont liées à nos habitudes de secteur, mais aussi peut-être des différences qui sont liées à des aspects populationnels et de patientèle. Donc c'est à ce moment-là qu'on a décidé de se tourner vers la fédération de recherche pour voir comment on pouvait réfléchir ensemble et essayer de comprendre d'où venaient ces différences. Donc, en plus, j'ai envie de dire, on est dans une période très particulière, hein, et notamment, là, on est en train de préparer la signature des contrats de pôle. Donc, au travers de cette question-là, c'est aussi des questions de répartition de l'enveloppe budgétaire qui se posent. La question de demander, est-ce qu'on continue une répartition qui a toujours voulu être égalitaire, hein, c'est la même enveloppe pour les 4 secteurs de Roubaix, ou est-ce qu'on s'oriente vers une répartition plus équitable en fonction de l'activité? C'est tous les enjeux actuels avec la clarification, bien évidemment. Donc c'est aussi dans un contexte qui est très très particulier, et on l'a dit aussi tout à l'heure, hein, c'est la crise sanitaire avec la pandémie de Covid-19 qui aussi crée des grandes tensions.
C'est aussi dans un contexte de pénurie médicale, avec de grands problèmes de recrutement là, qui nous touchent de plein fouet, bon, qui ont touché toute la région depuis longtemps, mais qui arrivent aussi sur le nord, sur la région roubaisienne et lilloise. Et puis c'est aussi l'époque de la réforme des études médicales. Réforme des études médicales, ça veut dire aussi une orientation vers des spécialisations, hein, certains disent des filières. Et puis aussi, une des conséquences, ça a été une année blanche pour le recrutement en PH cette année, du fait de cette année supplémentaire. Enfin, c'est la période d'évolution des métiers paramédicaux également, hein, avec l'arrivée des case managers, des IPA, qui questionnent finalement l'organisation de l'hôpital dans sa globalité. Donc c'est dans tout ce contexte, j'ai envie de dire, qu'on avait envie de se rapprocher de la fédération de recherche pour réfléchir ensemble et amener des données objectives, démographiques et populationnelles pour appuyer nos travaux de recherche. Bien, donc ce territoire est situé à la frontalier de la Belgique. C'est un territoire de grande densité urbaine, peuplé de 229 000 habitants, dont environ 174 000 16 ans et plus. C'est une population qui est répartie sur 10 communes, dont ont la charge 4 secteurs de psychiatrie, avec, c'était un des attendus, un des problèmes que rencontraient les équipes, c'est que la commune centre, hein, Roubaix avec ses 95 000 habitants, était partagée par 3 secteurs. L'un d'entre eux, le 59G12, entièrement situé au sein de la ville, et les 2 autres, je parlais du 13 et du 14, qui prenaient en charge une partie de la population. Donc une demande était faite de réfléchir à rapprocher la géographie psychiatrique de la géographie politique. Je veux parler du choix qu'a fait la mairie d'organiser son action publique dans 5 territoires, 5 quartiers. Et on voit, j'espère qu'on le voit, que la frontière entre les secteurs, hein, chaque secteur a une couleur distincte, et la frontière des quartiers n'avait rien à voir. On a même un quartier, celui de Roubaix-Centre pour la mairie, qui n'a pas à voir avec la délimitation du quartier de Roubaix-Centre, la même appellation, et pas du tout les mêmes limites. Donc, est-ce qu'il est possible, et je pense que c'est extrêmement important dans le cadre des politiques territorialisées de santé, je pense au CLSM tout particulièrement, d'essayer que la psychiatrie publique sorte de sa géographie qui lui est spécifique, ça dessert la population, c'est compliqué pour les politiques territoriales. Je pense à Lille, où Madame Aubry, elle a pas moins de 3 directeurs comme correspondants, si elle veut réfléchir, animer une réflexion sur la santé mentale. Oui, oui, ce qu'on peut dire déjà en préambule sur ce travail, donc c'est malheureusement une certaine homogénéité des 4 secteurs qui sont très pauvres, globalement très pauvres et très touchés par la maladie mentale, avec de nombreux facteurs de risque, hein, donc l'immigration, le chômage, donc des facteurs sociologiques, des addictions, qui va être surreprésentée, des habitudes de vie, et j'ai envie de souligner aussi les pratiques du cousinage dont on parle peu, mais qui sont un véritable fléau dans le sens où on voit une surreprésentation de la schizophrénie et des troubles bipolaires dans certaines familles. D'où l'intérêt, comme disait Laurent, de relancer les actions de santé et de prévention au sein de la ville et des quartiers, notamment dans le cadre des CLSM et du CCOMS, donc ce qui est le cas. Pour redire ce que disait Laurent, donc effectivement la sectorisation aujourd'hui complique considérablement ce type d'action dans la mesure où c'est peu lisible par la ville et on se heurte rapidement à des difficultés pratiques dans l'application et dans les actions. Donc les questions qu'on a posées à la Fédération de recherche, c'est peut-on objectiver une différence d'activité entre les 4 secteurs roubaisiens?
Est-il possible d'envisager un redécoupage des secteurs qui permette plus d'équité dans la charge de travail hospitalière et ambulatoire, et de rechercher un redécoupage des secteurs qui tiennent compte des quartiers définis par la ville de Roubaix et de la circulation des habitants sur la métropole roubaisienne. C'est un secteur, le secteur roubaisien, où il y a finalement assez peu de circulation, mais on voit quand même des obstacles, on va dire, et notamment il y a le canal de Roubaix qui fait une sorte de barrage entre les villes de Wattrelos, de Lers et puis de Roubaix-Centre. Donc, ouais, il y avait aussi ce paramètre de circulation qui était important à prendre en compte dans un éventuel redécoupage. Il faut être cohérent. Alors, un certain nombre de constats étaient déjà bien connus des équipes. On a essayé de les compléter en mobilisant 3 sources de données. L'INSEE, qui décrit la population à l'IRIS. L'IRIS, vous savez, c'est cet îlot de recensement et qui nous permet de reconstituer des secteurs. Dans les villes qui sont partitionnées, ça s'impose. On s'est intéressé tout particulièrement à 6 variables: le chômage, le revenu, la part de la population ouvrière, de bacheliers, la monoparentalité et les familles nombreuses, pour essayer de rechercher ce qu'on appelle une composante principale. Est-ce qu'il y a une ou deux de ces informations qui résument l'ensemble des difficultés socio-économiques, pour essayer de pondérer, j'expliquerai comment dans un instant, le poids de la population. Une personne qui connaît une bonne insertion, qui a de bons revenus, a priori moins de risques de souffrance psychique qu'une personne qui vit dans une précarité et l'inconnu pour le lendemain. Nous avons mobilisé les données du recueil d'informations médicalisées en psychiatrie pour cette fois décrire la patientèle qui s'adresse pour 90% d'entre elles aux services publics hospitaliers, les 4 secteurs, mais qui peut aussi, on la retrouve également dans des ESPIC, au CHU ou dans des cliniques privées. Donc à partir des bases d'actes et de séjours, on a constitué une base à l'individu des personnes prises en charge en service de psychiatrie. On a privilégié l'approche populationnelle. Vous savez, on a 2 informations dans ces bases, là où les gens résident, là où les gens sont pris en charge. Si on ne prend que les données issues des services, d'un seul service, on peut louper des populations résidant dans la zone d'étude prises en charge ailleurs. Donc ces personnes sont caractérisées par le âge, le sexe, le lieu de résidence, la prise en charge, les diagnostics avec tous les bémols qu'il faut faire, et également par les modes de prise en charge. Est-ce que c'est exclusivement de l'ambulatoire? Oui, dans environ 80% des cas. Ou y a-t-il un séjour? Quel était le mode légal? Et on a utilisé des indicateurs qui ne sont pas excellents aussi, mais c'est le recours à certaines classes de médicaments. Je veux parler des anxiolytiques, des antidépresseurs, des hypnotiques, des antipsychotiques, des traitements de substitution aux opiacés et des traitements de la dépendance alcoolique, qui sont des indicateurs très, très, très imparfaits, mais de problèmes de ces registres. Alors, je n'aurai pas le temps de beaucoup parler des différences de prise en charge, mais elles sont nombreuses selon les secteurs. Pour faire un très rapide portrait de chacun de ces 4 secteurs, le secteur de Roubaix-Centre a des difficultés plus importante qu'une moyenne qui est pourtant déjà très défavorable. La population couverte est la moins nombreuse. Elle vit dans une zone urbaine particulièrement dense. Elle est particulièrement jeune. La nationalité étrangère concerne 1 personne sur 5. La solitude est moins fréquente, la monoparentalité à l'inverse est beaucoup plus. On a beaucoup de familles nombreuses et, je le disais, de très mauvais indicateurs socio-économiques. On a des médicaments, on a peu d'emplois, faible taux d'activité, lié pour partie au faible niveau de diplôme, et ce qui a pour corollaire des revenus médians par unité de consommation particulièrement faibles. Les médicaments, on retrouve des niveaux très élevés de traitement de substitution aux opiacés. C'est un médicament qui évoque une héroïnomanie qui peut être ancienne ou récente, pas moins de 0,7% de la population contre 0,4% en moyenne régionale. Et puis on a, je ne vais pas parler de la source qu'on avait utilisée, mais on utilise des séjours en MCO avec diagnostic de TS
pour établir que la morbidité suicidaire était plus élevée dans cette zone, ce qui n'est pas du tout le cas de la mortalité, soit dit en passant. Alors, à Roubaix-Est, qui prend donc la partie est de la commune, mais également une série de petites communes alentours, on a une situation intermédiaire avec une densité urbaine certes élevée, puisqu'on est dans un tissu urbain, celui de la métropole urbaine de Lille, mais moins élevé que dans les 3 autres secteurs. On a le plus fort taux de professions intermédiaires et des niveaux de recours aux anxiolytiques et au traitement de la dépendance alcoolique les plus faibles. Dans le secteur, je vais très vite, de l'ouest de Roubaix et des communes de Croix-Ouascal, ça c'est la différence qui est très flagrante, c'est le secteur beaucoup plus peuplé. On ne sait pas qui est-ce qui a prévalu au découpage, mais il y a beaucoup plus d'habitants, qui en est lui aussi une situation intermédiaire, avec un niveau plus élevé de solitude. Plus de 10% de la population est en cadre aux professions intellectuelles supérieures, ce qui est très supérieur au reste de la zone d'études, grâce notamment à des diplômes de l'enseignement supérieur. Et corollaire également, le revenu médian est le plus élevé. On a plus de recours aux antidépresseurs et aux antipsychotiques, c'est les valeurs les plus élevées des 4 zones, des 4 secteurs étudiés. Enfin, le dernier secteur est le seul qui ne touche pas la commune de Roubaix, avec les communes frontalières de Wattrelos et de Lers, qui est une zone socialement très contrastée. On a des quartiers extrêmement populaires au sein de la ville de Wattrelos, qui était une commune qui s'est construite pour loger les habitants du textile au XIXe siècle, sur plusieurs points des situations extrêmes par rapport aux autres secteurs du Roubaisy, avec une population la plus âgée, beaucoup moins fréquemment de nationalité étrangère, le moins de familles monoparentales et le plus fort d'activité. Alors donc, je vous le disais, on a procédé à une analyse en composantes principales qui vise à résumer par une ou deux variables les difficultés, et en fait une seule variable explique 68%, plus de 2 tiers de la variance. Donc avec le taux de chômage, on résume bien les difficultés socio-économiques, et on a pondéré le nombre d'habitants par ce taux de chômage selon la formule 1 plus écart à la moyenne de la zone d'étude de taux de chômage multiplié par la population. Alors, je vais vous montrer un petit exemple, j'espère qu'il clarifiera l'exposé. Sur la partie droite, vous avez une représentation des niveaux de chômage à l'échelon de l'IRIS. Donc la couleur est d'autant plus foncée que le taux y est élevé. On a par exemple le quartier de Roubaix-Alma Sud, où la part de chômeurs est quasiment égale à 50%. On vient prendre la population. L'écart à la moyenne de chômage est très élevé dans la zone d'études 21,6, mais on a un niveau encore plus élevé. Donc, ça vient majorer le besoin. On va considérer qu'ici, ce sont des personnes, ce ne sont plus tout à fait des personnes, c'est des personnes besoins. Hein, c'est en vue d'assurer l'équité. Donc, on a, les couleurs apparaissent mal à l'écran, mais ici, des gens qui sont en surchômage, et donc la dernière colonne va présenter des effectifs supérieurs à la population observée, alors que des quartiers plus résidentiels, comme la Fraternité à Roubaix, ont des niveaux de chômage inférieurs, et donc la part de la population est diminuée. Ce qui permet de proposer, ce qui nous a permis de proposer le tableau suivant. Ici, on a rapporté, je vous disais tout à l'heure qu'on avait environ 170 000 habitants, on a divisé les effectifs populationnels par ces 170 000 pour avoir un 100. Et donc la lecture, c'est que sur 100 personnes du territoire, 10 résident à Croix, 8 à M, 16 ressortent du G12, 27 du G13, 34 du G14. On voit bien l'écart de population à couvrir que je signalais tout à l'heure. Et on voit, deuxième chose, que les quartiers-villes, qui sont au nombre de 5, sont, pour 3 ou 4 d'entre eux, répartis en 2 secteurs, à savoir que le quartier-ville
de Roubaix-Est est en charge, enfin, est à la charge du 12 et du 13. Ce que ne souhaitent plus les secteurs. Donc on a à l'échelon des IRIS pondéré, et alors on a un rapport maximum-minimum très élevé. Le secteur G14 a une population 2 fois supérieure au G12 et un coefficient de variation qui est de 0,29. On a pondéré par le principe que j'ai expliqué les populations réelles. On retrouve le total de 100 et on voit que les quartiers ne sont plus scindés, à savoir que le quartier de Roubaix-Centre est entièrement à la charge du G12, que celui de Roubaix-Est entièrement également à la charge du G12. Vous voyez qu'il y a plus qu'un effectif par ligne pour les 5 quartiers de Roubaix. On obtient des valeurs de 26, 28, 25 et 22 personnes besoin pour chacun des secteurs, ce qui minimise beaucoup le rapport maximum-minimum et divise par 3 le coefficient de variation. Voilà qu'en ont pensé les chefs de service.